Chapitre 11. Les voix du Havre. Aube, le Havre de Caux. La nuit a laissé des traces sur tout le monde. La nef glisse encore sur les vents de l'aube quand l'odeur salée du Havre nous atteint. Une odeur de rouille chaude, de bois mouillé, d'algues, d'enfance. Je serre la rambarde, le ventre serré. Je devrais être soulagé. Le grondeur est là, l'Aliséa aussi. Mais quelque chose cloche dans la façon dont le port semble suspendu. Aéric ne quitte pas les instruments des yeux. Son profil est tendu, comme s'il tenait la nef à main nue. Mira, informe le Havre, canal court. Déjà fait, capitaine. Toujours aucune réponse. Elle essaye de plaisanter. Ils dorment encore, je parie. Mais personne ne rit. Les voiles tremblent quand nous passons au-dessus des falaises. La lumière du matin découpe les câbles du vieux pont comme des cordes prêtes à céder. Ner fixe l'horizon, immobile comme une statue. Tibor ne dit rien. C'est ce silence-là qui me fait le plus peur. Essaye, dès que tu captes un signal Wi-Fi. Quelqu'un va bien finir par répondre. Le Zef entame son approche au-dessus du port. Et soudain, nous entendons quelque chose. Pas la radio, pas les sirènes, pas un signal de détresse. De la musique. Un chant. Un rythme qui tape comme un marteau sur l'enclume du monde. Les Ferreux, souffle Valten. Le Havre est debout et en colère. La ville haute est envahie. Des silhouettes massives, des bras levés, des foulards rouges aux bras, des marteaux frappant des barres métalliques pour donner la mesure. Certains, carrément équipés d'exosquelettes lourds, jouent de la musique, des guitares à 8 câbles avec un amplificateur dans le dos, d'autres du multisax avec une résonance de tous les diables. Il y a des flûtes, des fûts qui tonnent, des cornes de muse qui braillent. C'est beau et terrifiant. L'Aliséa brille faiblement sur son madamarage, immobile, comme une bête blessée qui refuserait qu'on la touche. Aéric grogne quelque chose entre ses dents. Et évidemment, il manquait plus que ça. Puis, plus fort, préparez-vous à descendre. On va mettre un peu d'ordre dans tout ça. J'ai envie de rire, ou de pleurer. Personne ne met un peu d'ordre dans un mouvement de ferreux. Mon capitaine est stoïque derrière la barre, tendu. Mon père guide le Zef chez lui, dans une colère noire, prête à éclater. Je plains sincèrement celui sur qui ça va tomber. Quand la trappe s'ouvre, le vacarme nous frappe comme une vague. Chant du rail, crissement de câbles, clameur, ode à la solidarité, coups sourds martelant le rythme ancestral des ferreux. Et parmi eux, Lessia! Prune. Je vois ses grands gestes et lis sur ses lèvres plus que je n'entends ce qu'elle dit. Debout sur une rambarde rouillée, les cheveux encore plus emmêlés que d'habitude, le noyau sur les côtes, un tambour de fortune dans les mains. Elle frappe dessus avec l'énergie d'un ouragan. Je souris malgré moi. Dans ce chaos, elle rayonne comme un soleil. Elle saute de son perchoir, laisse son tambour et file vers le mât du Zef. En quelques dizaines de secondes, elle arrive près de nous, haletante. « T'as vu ? Ça bouge !» Ça chante. Ils veulent que Méridan réponde. Elle cogne son épaule contre la mienne, enthousiaste. Et toi, raconte, on t'a vu voler, t'as été à l'îlot, Lessia, à la file lumière. Alors, c'était comment ? Je veux lui dire tant de choses. Que je suis heureuse qu'elle soit là, que j'ai eu peur, que maman a eu peur, que Soren... Mais la voix de papa coupe tout. Prune ! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Elle se fige. Pas par peur, par respect. Personne n'arrive à joindre Méridan. Il refuse d'ouvrir l'accès à l'Aliséa. Il parle à personne. Les ferreux disent qu'il est maudit. Il prend que des mauvaises décisions. Il ralentit tout le monde. Il n'en fait qu'à sa tête. Elle se mord la lèvre.
On ne veut plus de lui comme capitaine. Lui, il fait le sourd, et du coup, ça bloque tout. Aéric tourne la tête vers l'Alizéa. Sa mâchoire se contracte. Il va falloir régler ça. Maintenant. Notre père empoigne ses filles et nous entraîne sur le mont de charge. Sans rudesse, mais fatigué de cette colère contenue. Les chefs de voie ont dressé une sorte de campement improvisé autour des baraquements techniques de l'Alizéa et de son madamarage. Des câbles pendus comme des guirlandes, un brasero géant alimenté par des pelés, des tables ployant sous les cartes de traction et les bulletins de maintenance. Et au centre, comme deux rocs anciens, Elara, droite comme un mât, les bras croisés. Aesto, posé sur un tonneau, l'air grave comme un vieil étendard. Quand ils nous voient arriver, leur trait change. Elara ouvre les bras pour m'attraper dans une étreinte écrasante. Ma petite danseuse, tu es revenue. Puis elle me tient à bout de bras, comme quand j'avais 6 ans. Tu as grandi encore. C'est agaçant. Elle sent la sueur et la soupe chaude. Aesto, lui, pose une main lourde sur l'épaule d'Aéric. Ça va, fils? C'est un peu compliqué ici. Je vois, répond papa, sans détour. Le ton dit tout. La situation est grave, frustrante et agaçante, mais personne n'est mort. Et Lara soupire, longue expiration lasse. Méridan ne répond plus. Il refuse de descendre, refuse d'ouvrir, refuse d'écouter, renchérit Aesto. On ne peut pas gérer un port, ni un convoi, ni une grève, avec un capitaine enfermé dans son propre mât. Les ferreux autour opinent. Quelques-uns frappent du pied pour marquer l'accord. Une vieille habitude. Prune ajoute doucement. Et ils veulent un remplaçant. Temporaire, juste pour tenir la barre, le temps que ça se calme. Elle baisse la voix. Ils disent qu'ils ne peuvent pas confier la Lyséa à quelqu'un qui n'assume pas. Je sens mes yeux me piquer. Parce que je comprends ce qu'elle ne dit pas. Et que papa comprend aussi. Aesto inspire profondément, regard pointé vers le mât de la Lyséa. Ils veulent quelqu'un de compétent, de respecté, de calme. Aéric regarde son père, soupire, nous entraîne tous un peu à l'écart du brouhaha. Bien, donnons-leur un capitaine. Papa, j'ai une proposition, mais elle va pas te plaire. Grand-père Aesto fronce ses sourcils broussailleux. Est-ce que tu accepterais de te passer de maman pendant un temps? Tu as passé ta vie avec elle à bord du Zeph. Bientôt autant ici pendant que tu gères les pièges à air léger. Je vois le visage de mon grand-père, s'illuminer de fierté et de compréhension. Se tourner vers sa femme, son éternel second, hocher la tête. Et Lara détourne le regard, les joues rosissant légèrement. Aesto, arrête tes bêtises. Je ne suis pas capitaine, j'ai jamais été, je n'ai pas. Et Lara, dit Aéric. Juste son nom, mais avec une voix tellement douce, tellement ferme, que toute la place semble s'arrêter. Maman, tu l'as toujours été. Elle écarquille les yeux. Aesto sourit. Même Prune retient son souffle. Je n'avais jamais vu grand-mère ainsi. Fragile, grande, tremblante, invincible. Le silence autour de grand-mère et Lara dure longtemps. Un silence comme seuls les porcs savent en fabriquer, rempli de bruit, mais sans aucun son qui ose s'approcher. Les ferreux eux-mêmes, pourtant taillés pour râler même en dormant, me paraissent en sourdine. Et de fait, d'un œil, je vois qu'ils savent que quelque chose se joue. Finalement, Elara parle, d'une voix basse, mais claire. Je ne veux pas humilier Méridan.
Elle regarde l'Alizéa, immobile au-dessus de nous, suspendue au mât, comme un souvenir trop lourd. Il a vécu trop de deuil, et je ne suis pas sûr qu'il survivrait à celui-là. Aesto hoche la tête, avec une douceur inattendue. Personne ne parle d'humiliation. On parle de sauver la nef et le Havre. Il pose une main sur l'épaule de son épouse. Et tu serais parfaite. Aéric se tourne vers elle. Maman, écoute-moi. Le timbre de sa voix se fissure un peu. Tu as secondé papa toute ta vie. Tu as été la colonne vertébrale de la famille, de la nef, du Havre. Tu as réglé des crises pendant que d'autres recevaient les honneurs. Les ferreux t'écoutent. Un mince sourire. Tu as tenu une nef à bout de bras, sans jamais tenir le titre. C'est ton heure. Et on sera tous derrière toi. Prune renifle. Grand-mère, tu serais parfaite. Et Lara ferme les yeux, respire, 2 fois, 3, puis d'une voix qui n'est plus celle d'une mère ou d'une épouse, mais d'un commandant. Très bien. Elle ouvre les yeux, déterminée. Mais avant de monter, quelqu'un doit parler à Méridan et le convaincre. Tous les regards se tournent vers Aéric. Il soupire, lentement, comme si la mère avait décidé d'entrer et de sortir de ses poumons. Très bien, je vais lui parler. Le mât de l'Alizéa est une tour blanche, haute, arrogante, que même les goélands évitent. Les plateformes qui mènent à la passerelle sont toutes verrouillées. Papa, même si tu arrives à lui parler, je suis pas sûr qu'il a envie de t'écouter. Je me fais aussi grande et sérieuse que possible. Je crois que le Grinch tient à l'Alizéa. Il aura du mal à le lâcher. Mon père hoche la tête comme un professeur patient qui félicite une élève qui donne enfin la bonne réponse. Il n'est pas tout à fait prêt pour la suite. Mais Méridan, c'est pas l'Alizéa qu'il veut. Ce qu'il veut vraiment, c'est son fils. Le vent change, les câbles gémissent. Je vois un voile de douleur dans les yeux de mes proches, surtout dans ceux de Prune. Écoute, Lessia, reprend mon père. C'est gentil, mais... Non, papa. Capitaine. Écoute-moi. Je sais qu'il y a peu de chance. Je sais que ça fait déjà trop longtemps. Je sais que tu n'es pas sûr de la piste que t'a donnée maman. Je reprends mon souffle. J'ai l'impression de n'avoir jamais rien fait d'aussi dur. Pourtant, dès que j'ai dit capitaine, mon père m'a accordé son attention pleine et entière, et son respect. Je poursuis. Méridan veut son fils. Il veut Soren. Il ne peut pas le chercher avec sa propre nef. Tu peux lui proposer d'embarquer avec toi, et lui promettre que ce sera notre prochaine destination. Soren Alizéa, l'héritier disparu, l'oiseau qui voulait battre de ses propres ailes, loin du vent courroucé de son père. Le mien me regarde intensément. Je peux presque suivre le fil de ses pensées. Oui, ça pourrait marcher. Oui, ça ne se fait pas. 2 capitaines sur le même bâtiment. Oui, Méridan est insupportable. Et oui, il pourrait accepter pour son fils, par espoir. Et quand sa décision est prise, je vois son œil, qui brille d'un éclat inhabituel, un soupçon de folie, d'amusement et de fierté. Aéric fait demi-tour sans un mot, se dirige vers le monte-charge d'Uzef, interpelle quelques-uns des compagnons qui sont descendus et les embarque avec lui. Quelques secondes plus tard, les moteurs rugissent, les voiles se gonflent. La nef se dresse, s'élève, s'avance. J'entends Elara qui murmure, inquiète. Mais qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Tu es fou, c'est hyper dangereux, tu vas le percuter,
et le mât avec. Aesto! Et lentement, comme un géant venant soutenir un ami blessé, le Zeph se positionne juste au-dessus de l'Alizéa. Des murmures courent dans toute la place. Par le vent, il ose. C'est du Aéric tout craché. Moi, je retiens mon souffle. Car le message brûle d'une évidence brutale. Tu refuses d'ouvrir ta porte? Ouvre-moi ou je vais la défoncer. Les féreux hurlent leur approbation. Le Zeph, majestueux, stabilise sa position. Un câble d'amarrage est lancé et Aéric ouvre la trappe supérieure. Méridan! Sa voix claque dans l'air froid. Tu vas m'écouter maintenant! Pendant un instant, tout semble immobile. Le vent lui-même retient sa respiration. Cette fois, c'est Aesto qui marmonne. Il va jamais ouvrir, ça fait 10 jours qu'il est cloîtré là-dedans. Pour ce qu'on en sait, il est peut-être même déjà mort de chagrin. Enfin, un petit bruit. Un cliquetis. La porte supérieure de l'Alizéa s'ouvre. Un homme en sort, le visage creusé, les yeux rouges, la barbe négligée. Méridan Alizéa. Il fixe Aéric, puis la foule. Je suis désolé, murmure-t-il. Je suis tellement désolé. Je sens ma gorge se serrer. La foule retient son souffle. Le vieux capitaine semble au bout de sa voile, prêt à basculer, à lâcher prise, peut-être même carrément à décrocher son harnais. Aéric reprend, ferme mais doux. Viens, viens chercher ton fils. Et Lara prendra les commandes. Juste le temps de te laisser reprendre ton souffle. Le Havre a besoin d'elle, l'Alizéa aussi, et Soren aura besoin d'un père debout. Monte à bord et fais ouvrir tes accès. Méridan ferme les yeux. 2 larmes scintillent sur ses joues creuses. Il incline la tête, fait un signe vers l'intérieur de sa nef et agrippe le treuil pour monter à bord du Zeph. La foule explose en clameurs, pas un cri de victoire, pas de jubilation, un cri de soulagement. Enfin, une décision, enfin, une direction. Et Lara monte sur la plateforme de l'Alizéa. Prune me serre dans ses bras. On va le retrouver, ensemble, dit-elle. Je veux la croire. Le vent tourne, le Zeph tremble. Et moi, au cœur de ce vacarme, je ne pense qu'à une chose. Soren Alizéa, tiens bon, on arrive.